8h10, bienvenue sur RCF, c'est l'heure du grand invité dans notre matinale et ce matin, alors que sort au cinéma le nouveau film de Bruno Dumont consacré à Jeanne d'Arc, alors que dans quelques jours nous nous rappellerons qu'il y a 5 mois Notre-Dame s'enflammait, en pleine rentrée politique, littéraire et même scolaire, notre grand invité est un journaliste, patron de presse, homme de médias, un féru d'histoire qui vient de publier chez Talendier le premier tome d'un roman de la France, une première partie qui court de Vercingétorix à Mirabeau et qui est sous-titré « Une histoire de la liberté ». Laurent Geoffrin, bonjour. Bonjour. Faut-il le préciser, vous êtes le directeur de la rédaction du quotidien Libération. Merci de commencer la journée avec nous. Je suis ravi. On est content de vous recevoir, alors que je l'ai dit, sort au cinéma le film Jeanne. Oui. Jeanne d'Arc, c'est une des héroïnes de ce roman de la France que vous nous proposez pour cette rentrée. Alors, quelle est pour vous sa place dans l'histoire de France ? Elle est éminente, elle est très importante parce que, d'abord, elle a joué un rôle historique objectivement important en remettant en scène le petit roi de Bourges, Charles VII, et ça conduit à la victoire de ce parti-là, au fond, dans cette guerre civile qui était la guerre de 100 ans. Et puis, elle a été revendiquée par tous les partis, la droite, la gauche, alors un peu trop l'extrême droite à mon sens, avec un contresens d'ailleurs sur son rôle, mais c'est une héroïne, quoi. Alors moi j'ai écrit, ça s'appelle Roman de la France parce que je pense qu'on peut écrire l'histoire de France comme un roman vrai, évidemment, pas de la fiction, mais c'est une saga formidable, il y a des personnages, il y a des intrigues, il y a des ascensions fulgurantes, des chutes abyssales, des drames, enfin c'est une réserve d'émotions et de passion, au fond. Et Jeanne d'Arc est un des héros, effectivement, une héroïne en l'occurrence, de cette saga. Vous dites de Jeanne qu'elle appartient à tous, mais oui. Vous parlez aussi de Jeanne l'ambiguë. Alors expliquez-nous. Parce que au moment donc on est vers la fin de la guerre de 100 ans, la France est divisée en deux clans, ou en deux camps, en deux maisons, au fond. Il y a les Bourguignons d'un côté, qui sont autour du duc de Bourgogne et de la maison de Bourgogne, qui contrôlent la Flandre et une grande partie du nord de la France, et qui est à mon sens, un courant, un clan plus moderne que l'autre clan, qui, lui, soutient le roi légitime, Charles VII. Les Bourguignons, c'est les alliés des Anglais. Et ils sont alliés aux Anglais, absolument. Et ce qui prouve d'ailleurs que la notion de nation n'est pas tout à fait cristallisée, puisque vous avez la moitié de la France en fait qui est avec les Anglais, toute la Guyenne et toute la Bourgogne en fait est d'accord avec les Anglais. Et la monarchie anglaise qui revendique la couronne de France, elle est d'origine française elle-même, c'est les Plantagenets, tout ça. Alors pourquoi Jeanne l'ambiguë ? Parce qu'elle est de l'autre côté, elle est du côté des Armagnacs. Et les Armagnacs, aujourd'hui, si on transposait aujourd'hui, c'est plutôt des gens identitaires, enracinés, qui sont contre l'ouverture européenne, mondiale, et qui sont attachés à la tradition. Enfin, je caricature, hein, c'est beaucoup plus compliqué. Il faut lire les historiens là-dessus, ils sont très éloquents. Mais enfin, en gros, c'est ça. Et après tout, on se dit, mais est-ce que les Bourguignons avaient forcément tort ? Parce que dans l'histoire patriotique, l'histoire nationaliste, on dit il y a les traîtres, c'est les Bourguignons, ils ont brûlé Jeanne d'Arc d'ailleurs, ce qui est vrai. Et puis il y a les bons, c'est les Armagnacs. Mais les Armagnacs, c'était des gens un peu réactionnaires en fait. Et donc on pourrait inverser, si les Bourguignons avaient gagné, on aurait fait une monarchie sur deux pays. C'est-à-dire que le roi de France et d'Angleterre se sera retrouvé à la tête d'une immense et la confédération. France aurait été changée. Et bien, on aurait dominé le monde jusqu'à aujourd'hui. Laurent Geoffrin, qu'en 2019, un cinéaste français s'empare du mythe de Jeanne, ça vous surprend ? Non, parce que c'est inépuisable. C'est fascinant comme histoire, parce que y a l'histoire des voix. Alors on peut croire ou ne pas croire, mais enfin ces voix avaient une sorte d'existence, parce que c'était le moteur intérieur de Jeanne. Donc en tout cas, elle y croyait, et ses contemporains y croyaient. Et puis, elle est jeune, elle a un bon sens incroyable, elle n'est pas très éduquée, et elle répond à ses accusateurs de manière à les déconcerter, quoi. C'est incroyable. Et puis, elle a une valeur militaire, pas très sophistiquée, parce qu'il y a chargé à la tête des soldats, et puis enfoncer les lignes. Courageuse. Très courageuse, oui, extrêmement courageuse, bien sûr. Laurent Geoffrin, dans votre roman de la France, on trouve une autre héroïne chrétienne, une autre martyre, oui. Et c'est peut-être plus surprenant que Jeanne d'Arc, c'est Blandine de Lyon. Oui. Expliquez-nous pourquoi vous l'avez inscrite à votre panthéon. Parce que c'est le premier personnage de la France chrétienne, à mon sens. Il y en avait d'autres qu'on ne connaît pas bien, mais enfin, Sainte Blandine, tout le monde connaît, enfin tous ceux qui sont un peu intéressés à l'histoire de France, ils ont entendu ce nom.
Avec les lions qui se couchent. Avec les lions, ça s'est passé à Lyon d'ailleurs. Et donc, là aussi, c'est une scène formidable. Moi, ma méthode, c'est de prendre les choses du côté des scènes. Il faut que ça soit visuel. Et Vous prenez plaisir à raconter ça, on le sent. Voilà, alors je raconte en détail telle ou telle scène, telle ou telle histoire, etc. Et ensuite, j'essaye d'expliquer, de raconter le récit, par exemple, en l'occurrence, de la christianisation de la Gaule. C'est ça qui se passait, en fait. Et il y a l'idée de liberté derrière, parce que les chrétiens, à cette époque-là en tout cas, au fond, ils revendiquaient dans l'Empire romain une forme de tolérance. Ils disaient, nous, on n'embête pas l'empereur, on admet tout à fait qu'il y a un empire, on ne lutte pas contre lui, mais on a notre propre culte, notre propre culture, et donc on voudrait vivre en paix, de notre côté. Et ça, alors, certains empereurs l'ont accepté, et d'autres non, comme Néron par exemple, ou bien d'autres, et ils sont mis à les persécuter. Et donc ce sont des héros du pluralisme. Alors, on ne pourrait pas dire de la laïcité de l'État, mais presque, puisqu'ils demandent à ce qu'il y ait plusieurs religions dans le même espace. Alors vous écrivez, dans sa tragique horreur, le martyre de Blandine atteste des racines chrétiennes du vieux pays. Alors là, j'ai lu, j'ai relu. Oui. Vous, Laurent Geoffrin, homme de gauche, patron de Libé, vous revendiquez les racines chrétiennes de la France ? Évidemment, évidemment, c'est pas les seuls. C'est là où il y a presque un faux débat là-dessus. Évidemment qu'on a des racines chrétiennes, les Français, je veux dire. Enfin, il n'y a pas que les Français, il y a beaucoup de pays. Mais puisque tous les toponymes qu'on connaît, la plupart, ils sont d'origine chrétienne. Il y en a qui sont d'origine gauloise, mais souvent, ils sont d'origine chrétienne. Il y a des églises partout, il y a des cathédrales, il y a le manteau de cathédrale, comme on dit. Il faut être idiot pour dire que ce n'est pas des racines chrétiennes. Ce qui est, par contre, tout à fait contestable, c'est d'en faire la principale filiation. C'est pas vrai, ça. Enfin, d'abord, c'est une population mélangée, avec des religions mélangées. Il y a les Juifs qui ont joué un rôle très important, ils sont beaucoup moins nombreux, enfin quand même, ils jouent un rôle important depuis l'Empire romain. Il y a un peu de musulmans, mais très peu dans le sud, puisqu'ils se sont installés dans certaines provinces du sud pendant plusieurs décennies. Ils n'ont pas laissé beaucoup de traces, mais enfin, et puis on avait des rapports avec le monde musulman. François Ier a fait une alliance avec Soliman le Magnifique, cette alliance a duré 3 siècles. Donc il y a un mélange des religions. Donc des racines chrétiennes. Mais il y a aussi, comme c'est une histoire de la liberté, j'essaye de montrer qu'à chaque étape, il y a une aspiration à être plus libre. Et cette aspiration monte au fur et à mesure jusqu'au XVIIIe siècle avec les Lumières. Et là, c'est évidemment que là, les racines chrétiennes, ça se complique parce que l'Église, elle est contre les Lumières. Et donc, il y a eu la Révolution et la République. Et donc, nos racines sont doubles. Il y a une racine chrétienne, effectivement, mais il y a une racine républicaine, c'est la tradition de la liberté. Et il y a autant de monuments où il y a marqué liberté, égalité, fraternité, que de monuments qui célèbrent la religion chrétienne. Alors justement, donc il faut tenir compte de cette double, au moins double, il y en a bien d'autres, mais double filiation. Puisque vous évoquez le triptyque républicain, vous allez même à dire que dans la devise républicaine, l'héritage chrétien, c'est la fraternité. Oui, je pense ça. Alors, on peut le contester. Il y a beaucoup de livres très savants sur cette question. Mais les républicains, enfin les révolutionnaires, pas toujours républicains, ils étaient pour la monarchie constitutionnelle. Liberté, c'est l'aspiration de tous, permanente, depuis les Gaulois. Et elle a été, réprimée. Il y a des reculs, il y a même des siècles entiers où c'est la tyrannie totale, ou l'anarchie des seigneurs sous les Mérovingiens, etc. Enfin, il y a une volonté de liberté. L'égalité, ça va avec la liberté. C'est la suite. Parce que la liberté, pour quelques-uns, c'est le privilège. Si vous êtes libre, comme au début de la liberté, d'ailleurs, la liberté, c'était pour les bourgeois, pour les nobles. Et puis après, ça s'est étendu à d'autres catégories, et puis c'est venu aux femmes, et puis après c'est venu au peuple colonisé. Ça s'est ensuite diffusé dans le monde entier, d'ailleurs. Mais ces deux notions sont, à mon avis, liées. Elles sont parfois contradictoires. Sur Robespierre, on veut l'égalité, mais il n'y a pas la liberté. Et la fraternité ? Et la fraternité, c'est l'humanisation de ces... Liberté et égalité, ce sont des concepts. C'est abstrait. La fraternité, c'est la solidarité humaine élémentaire, ce que les chrétiens appellent la charité, appliquée aux sociétés modernes. Il faut effectivement qu'il y ait une bonne volonté, qu'il y ait un affect positif à l'égard d'autrui, du prochain, comme on dit chez les chrétiens. Et je pense que les révolutionnaires avaient conscience de ça. C'est pour ça qu'ils ont rajouté le 3e terme qui donne un aspect affectif
à ce triptyque qui domine les sociétés modernes, ou qui devrait les dominer. Laurent Geoffrin, puisqu'on parle de l'héritage chrétien, dans quelques jours, cela fera exactement 5 mois qu'à Paris, un gigantesque incendie a ravagé la cathédrale Notre-Dame. À l'époque, Libération avait titré « Notre drame ». L'émotion a été énorme dans la population. Qu'est-ce qui s'est passé selon vous à ce moment-là ? Parce que Notre-Dame appartient à tout le monde, pas seulement aux chrétiens. Ah bien, les chrétiens sont touchés en premier chef, mais Notre-Dame, c'est le grand témoin parisien de l'histoire de France, depuis le Moyen-Âge. Il s'est passé 1000 choses qui n'étaient pas toutes liées d'ailleurs à la religion, loin de là. L'empereur Napoléon s'est fait couronner à Notre-Dame, le général de Gaulle est allé entendre un Tédéum à Notre-Dame à la libération de Paris, etc. Il y a toutes sortes d'événements. Et donc il y a un lien historique et affectif de l'ensemble du peuple français avec ce monument et du monde entier. Parce que, comme il y a des millions de touristes, ils viennent voir Notre-Dame et puis ils ont vu ou entendu la comédie musicale, qui était une grande affaire de la culture française. Ça, c'est Victor Hugo qui a exalté Notre-Dame, qui en a fait un monument littéraire. Et ensuite, la culture populaire s'est emparée de ça pour faire le Hunchback of Notre-Dame. Alors, ça, c'est les Anglais, les Américains qui traduisent. Et donc, le bossu de Notre-Dame est devenu un mythe mondial. Laurent Geoffrin, vous nous racontez donc ce roman de la France. Il y a beaucoup de polémiques autour du roman national. C'est cette histoire passionnée avec les batailles, les héros qu'il faudrait raconter à l'école ? Oui. Oui, vous pensez ? Ah oui, je pense que les programmes... Vous allez faire hurler des professeurs et des universitaires, là. Non, mais moi, je ne suis pas dans les salles de classe. Mais je suis sûr que dans les salles de classe, ils corrigent. Parce que quand vous lisez les programmes, ils sont bâtis autour de généralités. À mon avis, ils sont trop abstraits. Et ils cherchent à éliminer les grands hommes, ce qui est une erreur. Et à éliminer, au fond, la trame des événements qui s'enchaînent. C'est une erreur. C'est une histoire thématique. Alors vous avez un thème sur la Méditerranée, puis un autre thème sur le Saint-Empire, etc. Mais il y a une trame. On vient de quelque part, mais on ne vient pas, contrairement à ce que disent les historiens conservateurs, uniquement de la nation, du patriotisme et de la construction d'un État central. On vient de ce combat millénaire, 2 fois millénaire, pour la liberté et contre la tyrannie, contre les rois, contre les tyrans, et contre les dictateurs. Vous défendez une histoire patriotique ? De gauche. De gauche. Progressiste. De gauche, c'est trop réducteur, mais progressiste. Je pense qu'il y a un progrès. On a progressé de siècle en siècle. Parfois on a régressé, mais en gros, on a quand même progressé. Et raconter cette histoire contradictoire, c'est très important parce que ça donne à la culture nationale sa vérité, qui n'est pas l'héritage des 43 qui ont fait la France et les racines chrétiennes. C'est quand même plus compliqué que ça. Mais il ne faut pas le négliger, ça existe. Et faire une histoire purement internationale, on oublie qu'il y a une réalité, malheureusement ou heureusement, ça dépend ce qu'on pense, qui sont les nations. On n'est pas sous le règne de la République universelle d'Emmanuel Kant. Pas encore, je le souhaite, moi je préfère, moi je suis très internationaliste. Mais il se trouve que les peuples du monde sont divisés en nations et que c'est leur référence habituelle pour la vie politique, pour la solidarité sociale et pour bien d'autres choses. Et donc il faut surtout pas laisser ça, ce concept, la nation, à l'extrême droite. C'est une folie. On se met en position... tous ceux qui ne sont pas d'extrême droite se mettent en position de faiblesse quand ils font ça. Ils ont l'air d'être contre. Alors, donc il y a ceux qui sont pour la France, ceux qui sont contre. Je connais le résultat d'avance. Ceux qui sont pour vont gagner. Hein. Laurent Geoffrin, le fil rouge de cette histoire, de ce roman de la France, et c'est la conquête de la liberté, vous me l'avez dit. Aujourd'hui, en 2019, comment se porte la liberté en France ? Elle est menacée. Elle est menacée ? Comme toujours, d'ailleurs. La liberté, c'est fragile, parce que ça suppose une civilisation très sophistiquée, des institutions, des garanties, des protections. C'est très... Alors nous, on s'en rend pas compte, parce qu'on vit là-dedans comme on respire. Qu'est-ce qui menace la liberté aujourd'hui ? Qu'est-ce qui menace la liberté ? D'abord, il y a des régimes qui menacent la liberté. Vous avez un régime russe, vous avez un régime chinois, vous avez... Mais en France, qu'est-ce qui menace la liberté ? En France, l'intolérance religieuse, par exemple. Le fait que la France se divise en permanence autour des questions religieuses, notamment autour de l'islam. Ça menace la liberté, parce que le parti xénophobe en tire des idées répressives, ou on tire des propositions de loi qui sont contraires, au fond, à la tradition républicaine et à la liberté. Et l'autre grande qui est liée, d'ailleurs, c'est le nationalisme. Ça menace la liberté. C'est pour ça que j'ai voulu faire ça, parce que
Encore une fois, si on laisse aux nationalistes la défense du pays, on est battu d'avance. Ils vont nous dire, alors vous vous intéressez au fond qu'au peuple étranger, qu'au cosmopolitisme, tout ça. La France, vous en foutez. Mais non, on s'en fout pas du tout. Au contraire, on a un héritage à défendre. Mais cet héritage n'est pas celui qu'ils disent. Cet héritage, c'est l'héritage de l'ouverture, du mélange de la culture qui se nourrit des autres cultures. Laurent Geoffrin, vous nous avez dit, vous êtes un patriote de gauche. En 2019, aujourd'hui, ça veut dire quoi être de gauche ? C'est pour la justice sociale et pour la liberté. La justice sociale et la liberté. Merci beaucoup Laurent Geoffrin d'être venu dans cette matinale. Je rappelle le premier tome de ce roman de la France, de Vercingétorix à Mirabeau. C'est publié chez Talandier. Et puis la une de Libé ce matin, c'est un hommage au photographe américain Robert Frank, un des derniers témoins de la Beat Generation. Merci Laurent Geoffrin. Merci à vous.